Bonjour Jean-François Chemin. Bonjour Richard. Alors, vous êtes l'auteur d'un livre qui vient de paraître aux éditions Via Romana, Notre ami la gauche, 2 siècles de cléricature. Voilà, je le montre à la caméra et ensuite on va projeter l'image, ce sera absolument superbe, voilà, formidable. C'est un livre qui est petit et dense et dans lequel vous expliquez à quel point la gauche est méphitique, voilà, à quel point la gauche en fait est une espèce de délire ecclésial au sens où la gauche est devenue une église avec ses clercs qui sont férocement attachés à des dogmes changeants, mais c'est pas grave, qui décèlent en permanence les hérésies, c'est en fait la droite qui est tout de suite qualifiée d'extrême droite, qui se livre à une véritable inquisition. Et bref, c'est une espèce d'église inversée, absolument sans amour et qui fait peser sur les esprits la dictature la plus roide. Effectivement, je suis parti en fait dans cette réflexion. Je tiens à préciser que ça fait 50 ans que j'y réfléchis, quoi. Depuis que je suis adolescent et que j'ai une conscience politique, je suis interloqué par la prétention de certains en permanence de se poser dans une sorte de magistère intellectuel et moral. Et je dirais que si ce livre, je l'ai écrit en 3 semaines l'été dernier, c'est parce qu'il était mûr et que ça faisait donc très très longtemps que je me posais la question. Alors effectivement, ce qui est tout à fait frappant, c'est que l'origine de la gauche, comme vous l'avez dit, est une origine cléricale. La gauche est née en septembre 1789 au sein de l'Assemblée constituante, dans une atmosphère qui était une atmosphère religieuse. On prétend que la Révolution française a été faite par le peuple pour le peuple. Pas du tout, elle a été faite par les clercs pour les clercs. Et quand je dis les clercs, c'est-à-dire très souvent des clercs au sens propre, parce qu'on oublie que même si la Révolution a persécuté largement bien sûr, une bonne partie du clergé, elle a été faite par largement aussi le clergé, qu'on pense à Sieyès, Talleyrand, Fouché, Donou, Fauchet, etc., etc. Donc, c'est une affaire je veux parler crûment, c'est une affaire de curé, la Révolution française, et 50% des prêtres de l'époque ont prêté serment de fidélité aux institutions. Hein. Et donc déjà, dans la posture même de tout homme de gauche, il y a une posture cléricale qui est une posture de surplomb intellectuel et moral, euh, une posture de supériorité pour nous faire la leçon, nous éduquer, nous rééduquer, nous punir, éventuellement nous éliminer, nous remplacer, etc. Et vous parlez justement, Jean-François Chemin, de supériorité morale de la part de la gauche, mais d'où leur vient en fait cette idée qu'ils savent mieux, qu'ils ont raison par rapport à tout le monde, et notamment par rapport à ceux qui ne pensent pas comme eux, donc la droite. Eh ben, tout simplement parce que notre système leur offre la possibilité d'une position institutionnelle qui les place en surplomb. Je m'explique, vous avez un certain nombre de professions, que ce soit donc les métiers de l'enseignement, les métiers de la presse, les métiers de la culture, les métiers de la magistrature, de la politique bien sûr, les associations également, qui vivent très largement de nos impôts, que ce soit, alors c'est pas le cas du tout de Radio Courtoisie bien sûr, mais c'est le cas Merci. de l'enseignement qui est très largement fonctionnalisé, la presse qui est très largement subventionnée quand elle n'est pas fonctionnalisée pour ce qui est de l'audiovisuel public. La magistrature sont des fonctionnaires, les politiques vivent également de nos impôts, les associations aussi. Et ces gens, si on veut rentrer dans ce système, et dès lors qu'on en fait partie, on se doit d'adopter les idées de gauche, qui sont le marqueur du fait qu'on en fait partie. Il y a quelque chose des ordres d'Ancien Régime, ou des 3 fonctions de la société indo-européenne vues par Dumézil. C'est-à-dire que la gauche, c'est la première fonction. Et si vous voulez faire partie de la première fonction qui Donc vous la donne première fonction qui est le clergé. qui est le clergé, la fonction, alors, ceux qui prient, ceux qui sont en relation avec les dieux, ou ceux qui sont en relation avec Dieu. Alors aujourd'hui, évidemment, Dieu, il n'y croit plus trop, quoi qu'il y a quand même aussi également beaucoup de cathos de gauche, mais clairement, cette première fonction associe l'autorité religieuse et le pouvoir politique. Et donc, à partir du moment où vous en êtes, vous vous devez, pour montrer que vous en êtes, de montrer que vous adhérez à un certain nombre de dogmes, c'est ce que vous avez évoqué tout à l'heure. Donc, un homme de gauche n'a, la plupart du temps, aucune idée personnelle. Il se contente de reprendre une doxa à laquelle il est astreint,
parce que par le simple fait qu'il fait partie du système. Hein. Ce sont des gens qui, comme vous l'avez dit, changent régulièrement d'avis. Hein. Dans les années 1880, ils étaient à fond pour la colonisation. Aujourd'hui, ils viennent vous expliquer que c'était une monstruosité. Hein. On peut. Ils étaient eugénistes. Ils étaient eugénistes, ils étaient racistes. Le PCF refusait de vote des femmes. Oui, absolument. Parce que à l'époque, la gauche pue, en fait. C'est pas vraiment le titre de mon livre. Non, mais je tiens. C'est le sous-titre. Oui, mais c'est un peu le fond. C'est un peu le fond quand même. Même si le fait, la puanteur était généralement un reproche que la gauche aime bien faire à droite. Enfin, pour elle, la droite n'existe pas. Il y a que elle et l'extrême droite. Mais quand vous parlez effectivement de toutes ces métaphores olfactives, voilà, la droite est répugnante, ou l'extrême droite est répugnante, l'extrême droite est nauséabonde, etc., on retrouve véritablement quelque chose qui est de l'ordre des castes. Hein. Je parlais tout à l'heure des fonctions de la société, dans la société indo-européenne. Chez les hindous, vous avez au sommet de la hiérarchie les brahmanes, tout en bas vous avez les intouchables, et les intouchables considèrent que les brahmanes sont des gens qu'on ne peut même pas. Les brahmanes considèrent que les intouchables, comme leur nom l'indique, on ne peut pas les toucher. Et quand la gauche refuse de serrer la main aux élus du RN, c'est exactement l'attitude d'un brahmane qui ne veut pas toucher un intouchable. Donc, pour elle, c'est nous qui puons, et c'est véritablement quelque chose qui est, comment dire, qui s'inscrit très profondément dans un imaginaire civilisationnel, si on peut dire. Hein, ils sont véritablement les brahmanes de notre société. Alors, ils sont les brahmanes de notre société et ils sont persuadés de détenir le bien. Et vous expliquez comment marche cette auto-persuasion d'être les servants de la seule vérité qui est la leur. Puisque la gauche, c'est le bien, alors le bien, c'est la gauche. Et c'est là où tout devient dramatique. Forcément, puisque la résistance pendant la guerre, c'était le bien et la collaboration, le mal, alors la gauche était résistante et l'extrême droite collaborationniste. Que les faits démontrent le contraire n'a aucune importance. Puisque la colonisation, c'est le mal, alors que les colonialistes étaient de droite, les anticolonialistes étaient de gauche, et là encore, tant pis pour les faits. Puisque le racisme est évidemment mal, alors raciste, la gauche ne l'a jamais été. Et l'on assiste de sa part à des prouesses rhétoriques comme d'expliquer doctement que l'antisémitisme, aujourd'hui obsessionnel d'une grande partie de la gauche, serait conjoncturel, là où celui de l'extrême droite serait structurel. La gauche, en fait, a toujours raison, même en dépit des faits. On a beau leur aligner le fait que Georges Marchais était pour qu'on remette les immigrés à la porte, que Jean Jaurès était raciste et antisémite comme c'est pas permis de l'être. Non, c'est pas vrai. Vous avez parfaitement raison. C'est parce que je vous cite, c'est assez facile. Oui, non, mais bien sûr. Disons que j'ai raison et vous avez raison de me citer. Mais ce qui est, par exemple, tout à fait troublant pour le prof d'histoire que je suis, c'est de constater que des bouquins d'histoire, je dirais, ils disent la vérité, donc des bouquins d'histoire dans nos idées, il en sort tous les jours. Il suffit de voir toutes les recensions que l'excellent Philippe Conrad fait chaque jour sur Facebook de livres d'histoire différents, et pourtant ça ne change absolument rien au programme scolaire et à ce qu'on voit dans les manuels. Donc, ce qui est tout à fait frappant, c'est que la gauche, encore une fois, qui tient institutionnellement, eh bien, toute critique ou tout retour à la vérité glisse dessus comme de l'eau sur une toile cirée. Vous pouvez leur démontrer jour après jour que la vérité est le contraire de ce qu'ils soutiennent, ça ne changera rien. Donc c'est pour ça que je conclus mon livre de manière peut-être un peu pessimiste, parce que je dis que finalement, contre la gauche, on y reviendra toujours, parce que je pense que c'est une pente de notre civilisation, cet esprit de gauche. Mais il faut essayer de la désinstitutionnaliser. Il faut essayer de faire en sorte que ces gens-là n'aient plus le monopole de l'enseignement, n'aient plus le monopole de la presse, n'aient plus le monopole de la magistrature, qu'ils arrêtent de terroriser le monde politique, qui fait que jusqu'à LR inclus, les politiques se sentent obligés de lui faire allégeance. Je ne vois pas d'autre solution, parce qu'effectivement, la vérité est absolument impuissante face à la forteresse de leur position dans nos institutions. Alors, ne désespérons pas, nous avons au moins une arme fatale.
Saviez-vous que les communistes français ont aidé Staline à massacrer ses opposants? Eh oui, le 29 juin 1945, la France signe un accord avec l'URSS de Staline. On peut se tromper une fois, on se trompe 2 fois, mais se tromper 3 fois, c'est beaucoup quand même. Des camps soviétiques administrés par les communistes sont mis en place en France et les étrangers y sont envoyés de force. Le Conseil national de la résistance, composé d'une alliance entre gaullistes et socialistes, fait transiter pas moins de 120 000 personnes par ces camps. Rappelez-vous, la gauche pue, écoutez Ligne droite. Voilà, et comme quoi on n'est pas obligé de désespérer. Jean-François Chemin, vous aviez d'autres questions, Adèle Rosner? Oui, exactement. Là, vous parlez depuis tout à l'heure de ce déni de la réalité de la part de la gauche. Finalement, on peut se demander quel est réellement leur objectif, parce que à force de nier comme ça la réalité, on se dit qu'au bout d'un moment, ils vont se prendre un mur, ils vont se prendre une porte, et la réalité va leur sauter aux yeux. Enfin, quel est voilà leur qu'est-ce qu'ils recherchent en niant comme ça les faits? Moi, je pense qu'ils recherchent ils recherchent eux-mêmes, en fait. Il y a une forme de narcissisme dans la gauche. La gauche se regarde être la gauche, comme les islamistes se regardent être islamistes. Il y a une forme de tartufferie, vous voyez. Il s'agit pour eux de se montrer à eux-mêmes et de montrer aux autres qu'ils sont de gauche. D'ailleurs, il est assez frappant de voir qu'à gauche, on n'hésite jamais à la surenchère, hein. Il s'agit toujours de montrer qu'on est encore plus à gauche que les autres qui sont à gauche. Donc il y a quelque chose, encore une fois, qui est de l'ordre de l'appartenance à une caste, de l'appartenance à un ordre. D'ailleurs, c'est assez amusant, parce que très souvent, la gauche est la pétitionnite, donc très souvent sur des sujets, généralement des sujets d'actualité un peu moralisatrices, ils aiment se montrer et se reconnaître entre eux par des pétitions. On va retrouver effectivement tout ce monde intellectuel, clérical, des universitaires, des artistes, des gens des médias, etc. Il s'agit de se montrer à soi-même qu'on est de gauche, et de montrer aux autres qu'on en est. Et il y a véritablement, encore une fois, l'idée de montrer qu'on appartient à cette cléricature, à cette caste qui est au sommet intellectuellement et moralement de la société. Il y a quelque chose de très narcissique dans le fait d'être de gauche, et je crois au fond qu'ils ne recherchent rien d'autre que d'être à gauche. Alors, Mathieu Bock-Côté, qui préface votre très bon livre, Notre ami la gauche, 2 siècles de cléricature, explique que vous peignez la gauche, non pas telle qu'elle voudrait qu'on la voie, mais telle qu'elle est, dans sa structure mentale, dans son fonctionnement psychologique et politique. C'est vrai, on a l'impression, à vous entendre et à entendre les questions d'Adèle, que la gauche est quasiment comme une névrose, en fait. Tout à fait. Et puis, j'ajouterais également que, puisque vous parliez d'église inversée, la gauche est également le conservatoire de tout un tas d'hérésies qui ont pu exister à travers les siècles et contre laquelle l'Église a toujours combattu, ce qui fait que l'ennemi absolu de la gauche, ça reste toujours l'Église, puisqu'encore une fois, elle est le conservatoire d'un certain nombre d'hérésies. Alors, les pharisiens, qui ne sont pas vraiment une hérésie, mais enfin, que le Christ a combattu lui-même. On a ensuite les pélagiens, on a les manichéens, on a les cathares, on a les puritains, on a les jansénistes, tous des gens qui considéraient que la frontière entre le bien et le mal passait entre eux et les autres. L'Église catholique enseigne qu'à cause du péché originel, la frontière entre le bien et le mal, elle passe au sein de chacun d'entre nous. C'est pas la peine qu'un homme de gauche vienne m'expliquer que je suis une grosse crapule, je le sais, hein. Par contre, lui ne sait pas qu'il l'est autant que moi, et peut-être plus que moi dans la mesure où il ne voit pas qu'il l'est. Voilà. Et toutes ces hérésies, toutes ces idéologies pensaient effectivement qu'il y avait des purs d'un côté et des gens impurs de l'autre. Ce que c'est gentillet, cette idée-là, on retrouve ça dans Rousseau, l'homme est naturellement bon, l'humanisme, etc. Le problème, c'est que c'est pas seulement gentillet, c'est aussi potentiellement criminel, puisqu'à partir du moment où une société est supposément composée de gens tout blancs, de moutons tout blancs, on s'aperçoit qu'elle est grise, c'est qu'au milieu des moutons tout blancs se cachent des loups tout noirs. Et finalement, la névrose de la gauche, c'est qu'en permanence, au lieu de vouloir agir politiquement sur des faits, elle considère qu'on fera avancer le schmilblick en démasquant des loups cachés au milieu du troupeau. Et donc la gauche est en permanence dans une logique de démasquer des gens, de les balancer,
pour les mettre hors d'état de nuire, alors parfois symboliquement, parfois physiquement. Donc la gauche, oui, c'est une névrose, mais c'est également une hérésie, et une hérésie potentiellement criminelle à très très grande échelle, ce dont elle n'a jamais mauvaise conscience, bien sûr. Parce que cette hérésie, c'est le fait de vouloir. C'est en fait le manichéisme. Il y a toujours d'un côté les gentils, de l'autre côté les méchants, d'un côté les bons, de l'autre côté les mauvais. Et avec la manière dont la gauche réfléchit, il est absolument nécessaire que les bons éliminent les mauvais. Il est absolument nécessaire que les gentils punissent les méchants. Il est nécessaire et suffisant, hein. La gauche face à un problème ne va pas dire on va résoudre ce problème. La gauche face à un problème dit le problème c'est ceux qui disent qu'il y a un problème. Et donc éliminons les gens qui disent qu'il y a un problème et il n'y aura plus de problème. Et à la limite c'est parce que des gens disent qu'il y a un problème qu'ils le créent. Regardez, c'est parce qu'on dit que certains jeunes cassent tout, qui se sentent stigmatisés et que du coup ils cassent tout. Donc éliminons les gens qui disent qu'on casse tout, ou bien comme la gauche l'a proposé pas plus tard qu'hier à l'Assemblée, demandons aux médias de ne plus parler des faits divers, et à ce moment-là, il n'y en aura plus, puisque les jeunes qu'on stigmatise ne se sentiront plus stigmatisés, et ils redeviendront les gentils agneaux qu'ils n'auraient jamais dû cesser d'être. Voilà. Donc, il y a effectivement quelque chose dans la gauche de criminogène à grande échelle, mais pour elle, ces crimes de masse n'en sont pas, puisque finalement, ce ne sont que les dégâts collatéraux de l'avènement d'une société parfaite dont elle rêve. Donc c'est de cette façon, justement, je voulais revenir sur, vous en parlez dans votre livre, sur les massacres que la gauche a pu perpétuer au cours de l'histoire. Les deux. Voilà, mais comment est-ce qu'elle les justifie ? Est-ce que sa seule justification est que tout ça tend vers un plus grand bien et vers une société plus parfaite ? Alors d'abord, elle les justifie pas toujours. Elle commence d'abord par ne pas en parler. Elle les invisibilise. Dans les programmes scolaires, on ne parle plus du tout de la terreur, hein. Voilà, donc les massacres de Staline, on n'en parle pas, ceux de Mao, ceux de Pol Pot. On va pas pousser la vulgarité jusqu'à parler de choses comme ça, c'est grossier, donc on n'en parle pas. Si on est obligé d'en parler, on les euphémise, hein, on les atténue, on dit voilà, oui, effectivement, il y a eu quelques maladresses, hein. Un détail intéressant, je parlais de la culture qui est de gauche, quand vous allez au musée Carnavalet, dans les deux salles qui sont consacrées à la Révolution française, le musée Carnavalet à Paris, vous n'avez pas une guillotine. En revanche, vous avez le gourdin avec lequel les muscadins, à l'époque du Directoire ou de la Convention thermidorienne, matraquaient les sans-culottes. Donc la violence telle que la présente le musée Carnavalet, donc le ministère de la Culture, c'est la violence contre-révolutionnaire à coups de bâton contre les sans-culottes. Mais la guillotine n'a jamais existé. Donc soit on invisibilise, soit on euphémise, soit on justifie. Effectivement, on dit, bah oui, ce sont des gens, bah finalement, il avait bien mérité, voilà, quelque part. Et puis, après, c'était quand même, il faut voir le bilan globalement positif, hein, du communisme, ou bien la Révolution française est un tout, un ensemble, il faut la regarder, voilà, on va pas regarder dans le détail, il faut regarder tout le bien qu'elle est supposée avoir apporté. Donc la gauche s'en tire toujours. La gauche s'en tire toujours. Et, pardonnez-moi, Jean-François Chemin, la gauche s'en tire toujours uniquement parce qu'elle est aux manettes. Pour reprendre vos deux exemples, elle est aux manettes et elle est ignorante d'elle-même. Dans le cas du muscadin qui tape à coups de gourdin sur la tête des sans-culottes défaits, une de vos collègues à qui vous racontez ça vous dit « Ah bah oui, mais on commence par taper sur la tête des gens et après on les guillotine. » C'est-à-dire, en fait, non, justement, c'est le contraire qui s'est passé. On tape sur la tête des gens qui guillotinaient le peuple. Mais elle oublie. Si c'est violent, c'est mal. Si c'est mal, c'est de droite. Donc on est. Elle est absolument hors. Hors de portée intellectuelle d'être capable d'examiner ce que fait la gauche. Et vous citez le cas d'un professeur d'histoire qui fait étudier à ses étudiants des crimes de masse, par exemple, la manière dont les révolutionnaires massacrent les prêtres en les noyant, et donc tout un tas d'atrocités qui ont servi aux communistes ensuite à imaginer leur propre développement technique en matière de torture. Et le professeur se fait condamner par l'éducation nationale parce qu'il a choqué ses élèves.
C'est-à-dire, la Oui, gauche alors est aux manettes. absolument. Absolument, mais on peut effectivement multiplier les exemples. Aujourd'hui, par exemple, il est évident que pendant la guerre d'Espagne, les crimes et les charniers, c'est les franquistes qui les ont faits, et c'est la gauche qui en a été victime, et qu'en face, la gauche est innocente, à tel point qu'un jour, sur une télévision publique, on me montre des images de massacres de la guerre d'Espagne, en voyant des pauvres types en train de se faire mitrailler. Donc on voit que la mitrailleuse crache ses balles et des dizaines de corps tressaillent avant de tomber par terre. Et on vous explique que bien sûr c'est un massacre franquiste, sauf que bizarrement, en regardant de plus près, ils ont tous des soutanes, les massacrés. Donc on vous présente un massacre fait par les républicains en vous expliquant tranquillement que c'est les franquistes. Donc de toute façon, la gauche était absolument inaccessible à la vérité. Et passe son temps, puisque comme vous l'avez dit, elle est aux manettes, à renverser la responsabilité, ou bien encore une fois, à la cacher. Moi, je donne des chiffres, évidemment, c'est glauque, hein, mais quand je dis, c'est pour moi qui l'invente, vous allez sur Wikipédia et vous regardez combien de morts on reproche à Pinochet. Bon, on lui en reproche 3500. Pinochet a fait tuer 3500 personnes. Et Pinochet, bien sûr, c'est le mal absolu. Peut-être. Toujours est-il que Pol Pot, à la même période, et Pol Pot a tenu que 4 ans, Pinochet une quinzaine d'années. Pol Pot, il a tué 3 500 000 personnes. Ça fait juste 1000 fois plus. 1000 fois plus. Simplement, les crimes de Pinochet paraîtront toujours plus graves que ceux de Pol Pot, même si la différence est de 1 pour 1000. Donc c'est tellement délirant ce à quoi on a affaire, que bah oui, vous avez raison, j'en arrive à votre conclusion, la gauche pue. Et puis voilà, on ne peut pas conclure autrement. Alors, avant de conclure, et pour quelques minutes encore, une deuxième petite pilule de réconfort. Saviez-vous que la gauche est encore pédophile? Eh oui, nous sommes le 23 mai 1977 et le quotidien Le Monde vient de publier une tribune signée par pas moins de 80 intellectuels pour défendre la pédophilie. Plus que défendre l'idée absolument lunaire des enfants consentants, la tribune appelle carrément à décriminaliser les actes sexuels avec les enfants de moins de 15 ans. Au nom de la défense de la liberté, de l'homosexualité et de l'esprit des Lumières, la crème de la gauche signe la tribune, Jean-Paul Sartre, encore Simone de Beauvoir, Gabriel Matzneff, Roland Barthes, André Glucksmann, Michel Foucault et Jacques Derrida sont au rendez-vous. Rappelez-vous, la gauche pue, écoutez Ligne Droite. Voilà, donc malgré tout, on peut la dénoncer. Vous avez pris le parti, dans votre livre, justement, de citer quelques exemples, mais de ne pas faire une vaste somme de tous les péchés de la gauche, parce que, comme vous le dites très justement, en fait, d'abord, il y en a trop, donc c'est l'ouvrage de plusieurs vies d'être capable de rassembler tout ce que la gauche a pu faire, mais en plus, comme la gauche passe son temps à changer d'avis, elle devient presque insaisissable. Donc, il vaut mieux s'intéresser à la manière dont elle fonctionne intellectuellement que de collecter les faits. Vous avez parfaitement raison. C'est d'ailleurs ce qui m'a bloqué pendant de nombreuses années. Moi, j'ai retrouvé des notes sur ce livre qui datent il y a une dizaine d'années. Ça fait 50 ans que le sujet me travaille, mais ça fait 10 ans que je pense à faire un livre. Et je me suis aperçu que ce qui me bloquait, ce qui m'inhibait, c'est que tous les jours, il y a un nouveau truc absolument énorme qu'on pourrait citer récemment. La ruralité, ça n'existe pas. La ruralité, ce sera quand les Nord-Africains se seront installés dans les campagnes. Le français de souche, ça n'existe pas. Il reste plus qu'une petite bande de fin de race. Tous les jours, il y a quelque chose. Donc, à un moment donné, je me suis dit, ce qu'il faut, pour arriver à faire ce livre, c'est d'écrire l'ADN de la gauche. Et je crois que c'est vraiment ce que j'ai voulu faire. Comment est-ce que ces gens fonctionnent? Quel est leur ADN? Quel est leur système nerveux? Qu'est-ce qu'il y a dans leur cerveau? Donc, ce qui fait que c'est un livre finalement très court et synthétique. J'ai donné quelques exemples, mais finalement beaucoup moins que ce que j'aurais pu faire. Et je laisse le lecteur, finalement, une fois qu'il aura compris comment ça marche, y rattacher jour après jour les ineffables boulettes que telle ou telle personnalité de gauche aura faites. Voilà, comme de faire toute une émission pour poser la question sur l'audiovisuel public de savoir pourquoi les Français sont racistes. C'est vrai que ça se voit tous les jours. Les Français sont tellement racistes que personne n'a envie de venir s'installer en France. Enfin, d'énormité en énormité, on perd son temps à décrire ça, on s'énerve. Donc, je crois qu'on se sent mieux à partir du moment où on a compris à qui on a affaire et pourquoi ces gens fonctionnent comme ça et pourquoi ils fonctionneront toujours comme ça. Si au moins on pouvait arriver à ne plus les prendre au sérieux, à leur rire au nez
Et alors répondre, enfin, comme Condorcet disait à propos de Robespierre, Robespierre n'est qu'un curé, il ne sera jamais qu'un curé. Si on pouvait leur dire ça, avec tout le respect que j'ai pour nos saints prêtres, hein, bien sûr, mais enfin voilà, je pense que la gauche, effectivement, a pris la place du cléricalisme dans ce qu'il pouvait avoir de plus de plus agaçant, voilà. Hein, et je souhaite véritablement, notamment s'il y a des politiques de droite qui nous écoutent, eh bien, qu'à la lecture de mon livre, ils arrêtent de se laisser impressionner par la gauche. Moi, quand je vois des gens qui prennent des postures gaulliennes et qui ensuite vont à la fête de l'UMA, vous comprenez, hein, il ferait mieux de lire mon livre et d'assumer d'être véritablement des hommes de droite, s'ils en sont, bien sûr, mais enfin, voilà. Donc, Et voilà, si par hasard Monsieur Tanguy est en train de nous écouter, voilà, c'est à lui qu'on parle. voilà. Voilà. Donc, Adèle Rosner. Oh, oui, pardon. J'aimerais, avant de terminer l'entretien, vous nous parliez un petit peu de démocratie dont vous parlez dans votre livre, puisque vous expliquez, et on le constate aussi, que pour la gauche, la démocratie semble être absolument le meilleur des régimes, qu'il n'y a rien d'autre de possible dans notre société pour que notre société tourne bien. Et démocratie qui découle de la révolution directement. Pourquoi, d'après la gauche, pourquoi est-ce que donc pour la gauche ce serait le meilleur des régimes, il n'y a aucune autre solution? Ouais, je dirais que c'est un dogme aujourd'hui de la gauche que la démocratie est le meilleur des régimes. Ça l'est en France, hein, mais dans d'autres pays, pays de l'Est et autres, ce qu'elle appelle démocratie, c'était plutôt une dictature. Non, je crois que ce que la gauche aime particulièrement, c'est un système où elle est aux commandes. Et d'ailleurs, dans notre démocratie, qui en est soi-disant une et qui en fait n'en est pas du tout une, parce que la gauche a tenu dès l'origine à faire en sorte qu'il n'y ait pas de démocratie directe dans ce pays, hein. Notamment des gens comme Sieyès ou Benjamin Constant ont considéré que, comme disait Benjamin Constant, le peuple a la main trop lourde, donc on peut pas lui laisser prendre des décisions par lui-même. Et puis, comme le disait en substance Sieyès, le peuple il est trop bête et trop méchant pour qu'on le laisse pas, il est pas assez éduqué. Donc il faut que des gens prennent des décisions à sa place. Donc finalement, dans notre système démocratique, soi-disant, on se garde bien de donner la parole au peuple. Quand il la prend librement, on va appeler ça populisme, hein, et on préfère effectivement que la gauche, hein, donc la cléricature, au nom de la démocratie telle qu'elle l'entend, prenne les décisions, soi-disant en représentation du peuple. Mais enfin, quand on voit qu'effectivement aujourd'hui 80% des Français trouvent qu'il y a un problème avec l'immigration, que c'est un sujet que nos élus n'arrivent pas à faire avancer, et que même s'ils le faisaient avancer d'ailleurs, le Conseil constitutionnel retoquerait leurs décisions. La majorité des Français aujourd'hui est partisane de la peine de mort. La majorité des Français considèrent aujourd'hui que l'islam est incompatible avec notre système, et pour autant on fait de l'expression de ces idées-là un délit pénal. Donc effectivement, la gauche clame que la démocratie est le meilleur des systèmes, mais elle fait tout effectivement pour que en France il n'y ait pas de démocratie et qu'on n'écoute pas le peuple. Voilà, donc une tartufferie de plus. Merci beaucoup Jean-François Chemin. Je rappelle votre livre, Notre ami la gauche, 2 siècles de caricature aux éditions Via Romana. Petit livre, vous l'avez dit, mais de haute moelle, bien dense, avec une très bonne préface de Mathieu Bock-Côté qui explique que vous avez raison. Il a bien raison de le dire et nous sommes d'accord avec lui. Merci beaucoup et à bientôt sur Radio Courtoisie.